La psychologie de l'argent. 3 mots qui paraissent simples, mais qui contiennent un mystère immense. Car l'argent n'est pas seulement une question de chiffres, de calculs ou de graphiques. C'est avant tout une question d'émotion, de croyances et de comportement humain. Comme l'a écrit Morgan Housel dans son livre devenu un classique, The Psychology of Money, l'argent n'est pas seulement mathématique. Il est profondément lié à ce que vous ressentez et à la manière dont vous prenez vos décisions. Et c'est exactement là que la plupart des gens échouent. Ils pensent que réussir financièrement, c'est avant tout une affaire d'intelligence ou de diplôme. Mais l'histoire, encore et encore, prouve le contraire. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus brillants de tous les temps, ne cesse de répéter que son plus grand atout n'est pas son QI, mais sa capacité à rester calme, patient et discipliné, là où les autres perdent la tête. Sénèque, 2000 ans avant lui, disait déjà « La richesse ne consiste pas à avoir beaucoup de biens, mais à avoir peu de besoins. » Alors pourquoi certaines personnes réussissent toujours financièrement et d'autres jamais ? Pourquoi 2 individus avec le même salaire, les mêmes opportunités, finissent par avoir des vies radicalement différentes ? Ce que personne ne dit assez fort, c'est que tout se joue dans notre psychologie. Et aujourd'hui, je vais t'emmener dans un voyage en 10 étapes pour comprendre ce que l'argent dit vraiment de toi et pourquoi, si tu n'apprends pas à le maîtriser, il finira toujours par te maîtriser. Partie 1. L'argent n'est pas rationnel, il est émotionnel. Nous aimons croire que nous prenons des décisions rationnelles, mais en réalité, l'argent est probablement le domaine où l'être humain est le plus irrationnel. La peur et l'avidité contrôlent les marchés financiers plus que n'importe quel calcul savant. Souviens-toi de la crise de 2008. Ce n'était pas une simple équation économique, mais une panique collective. Robert Kiyosaki, auteur de Père riche, Père pauvre, explique que la principale différence entre les riches et les pauvres est la panique collective pauvre. Ce n'est pas l'argent qu'ils gagnent, mais la manière dont ils pensent et ressentent face à l'argent. Les riches voient l'argent comme un outil. Les pauvres le voient comme une fin. Chaque achat impulsif, chaque crédit pris pour impressionner, chaque investissement raté par impatience, ce n'est pas une erreur technique, c'est une erreur émotionnelle. Et c'est là que la psychologie de l'argent devient une arme ou une prison. Partie 2. Le poids de l'éducation et de la culture financière. Pense un instant à ton enfance. Quelle était la première phrase que tu as entendue à propos de l'argent ? Peut-être « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou bien « on n'est pas riche, il faut se contenter de ce qu'on a ». Ces phrases anodines façonnent notre cerveau, parfois pour la vie entière. Si tes parents avaient peur de manquer, tu grandiras avec une obsession de l'épargne, même quand ce n'est pas rationnel. Si au contraire tu as grandi dans l'abondance ou l'insouciance, tu risques de gaspiller, convaincu que l'argent reviendra toujours. Naval Ravikant, entrepreneur et philosophe moderne, dit « Nous ne sommes pas programmés pour l'argent. Nous sommes programmés pour survivre. L'argent est une invention récente et nos cerveaux font encore des erreurs primitives avec lui. » Comprendre cela, c'est comprendre que ton rapport à l'argent n'est pas une fatalité, c'est une programmation que tu peux réécrire. Partie 3. La peur, l'avidité et la psychologie des marchés. Les marchés financiers ne sont rien d'autre qu'un miroir géant de la psychologie humaine. Quand tout monte, l'avidité aveugle les gens et ils achètent au sommet. Quand tout s'effondre, la peur les paralyse et ils vendent au plus bas. Buffett l'a dit 1000 fois, soyez craintifs quand les autres sont avides et avides quand les autres sont craintifs. Pourtant, si peu appliquent ce conseil. Pourquoi ? Parce que la peur et l'avidité sont des émotions primitives. Elles étaient utiles quand il fallait courir pour survivre ou stocker de la nourriture pour l'hiver. Mais appliquées à la finance, elles détruisent des fortunes. Chaque bulle spéculative,
de la tulipomanie du XVIIe siècle jusqu'au Bitcoin, est un cas d'école de psychologie collective. Partie 4. La patience vaut plus que l'intelligence. Ici, je veux que tu retiennes une vérité simple. L'argent récompense la patience plus que l'intelligence. Warren Buffett a bâti l'essentiel de sa fortune après ses 60 ans. Pas parce qu'il a soudainement trouvé une méthode magique, mais parce qu'il a laissé le temps et l'effet cumulé travailler pour lui. Morgan Housel dit « Le plus grand pouvoir de l'argent est sa capacité à croître avec le temps. Mais cela demande de survivre à ses propres erreurs. » La plupart des gens veulent s'enrichir vite, mais la richesse durable, celle qui libère, n'est jamais instantanée. Elle se construit brique après brique, année après année. Partie 5. Les erreurs récurrentes des riches et des pauvres. Les pauvres pensent que l'argent va tout régler. Les riches parfois tombent dans l'arrogance et pensent que rien ne peut les atteindre. Mais la réalité, c'est que les deux camps commettent les mêmes erreurs psychologiques. Dépenser pour impressionner. Ne pas comprendre la valeur du temps. Confondre revenu et richesse. Un salaire élevé ne fait pas de toi quelqu'un de riche. Ce qui te rend riche, c'est la liberté que tu crées avec ton argent. Partie 6. La liberté contre la dépendance financière. Pourquoi veux-tu de l'argent ? Pour acheter une voiture ? Une maison ? Voyager ? Non. La vraie raison, c'est la liberté. Buffett vit toujours dans la même maison achetée dans les années 50. Il pourrait avoir 1000 villas, mais il a compris que ce n'est pas ça la richesse. La richesse, c'est se réveiller le matin et décider quoi faire de sa journée. C'est dire non à ce qui ne t'inspire pas. C'est choisir tes projets, ton rythme, tes relations. L'argent est une énergie neutre. Tu peux en faire une chaîne qui t'emprisonne ou une clé qui t'ouvre toutes les portes. Les croyances limitantes autour de l'argent. L'argent est sale. Les riches sont égoïstes. Je ne serai jamais bon avec l'argent. Ces phrases, entendues 1000 fois, deviennent des prophéties autoréalisatrices. Si tu crois que l'argent est mauvais, ton subconscient fera en sorte de t'en éloigner. Si tu crois que tu n'es pas capable de le gérer, tu fuiras les opportunités qui se présentent. Tony Robbins dit « Ce qui te limite, ce n'est jamais l'argent, mais l'histoire que tu te racontes à son sujet. » Construire une relation saine avec l'argent. L'argent est comme une relation de couple. Si tu l'ignores, il s'éloigne. Si tu le traites avec peur, il t'échappe. Si tu l'utilises avec respect et intelligence, il grandit avec toi. Construire une relation saine, c'est apprendre à gérer, investir, mais aussi à donner. Car l'argent ne doit pas seulement être accumulé, il doit circuler. Comme le dit Naval Ravikant, la richesse, c'est avoir plus que ce dont tu as besoin et la capacité d'aider les autres. L'argent comme miroir de soi. Regarde ton compte bancaire, regarde tes dettes, regarde tes investissements. Tout cela n'est pas seulement une réalité économique, c'est le miroir de tes habitudes, de tes croyances, de ton rapport à la vie. Un homme discipliné aura un portefeuille discipliné, un esprit confus aura des finances confuses. L'argent ne change pas qui tu es, il révèle qui tu es déjà. Alors retiens ceci. La psychologie de l'argent n'est pas un cours de mathématiques, mais une leçon de vie. Les grands noms que j'ai cités, Buffett, Kiyosaki, Naval Ravikant, Morgan Housel, n'ont pas réussi parce qu'ils avaient des formules secrètes. Ils ont réussi parce qu'ils ont compris que l'argent est avant tout une question de comportement, d'émotion, de patience et de vision. Alors pose-toi cette question. Veux-tu être l'esclave de ton argent ou son maître ? Parce que tôt ou tard, la vérité apparaît. L'argent ne fait pas ton bonheur, mais la manière dont tu le comprends, dont tu l'utilises et dont tu le contrôles peut transformer toute ta vie. Et souviens-toi toujours, la plus grande richesse, c'est la liberté. La liberté de dire non.
la liberté de choisir, la liberté de ne pas dépendre. Marc Aurèle dans ses pensées disait « L'homme riche n'est pas celui qui possède beaucoup, mais celui qui se satisfait de peu. » Voilà le cœur de la philosophie stoïcienne appliquée à l'argent. Comprendre que l'argent n'est qu'un outil, jamais une fin. Demande-toi alors, est-ce que tu vis pour accumuler des billets ou pour construire une vie qui a du sens? Car les plus grands esprits de l'histoire, Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, n'ont jamais confondu fortune matérielle et véritable abondance. Sénèque écrivait « Ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire toujours plus, qui est pauvre. » Et cette vérité traverse les siècles. Aujourd'hui, dans un monde saturé de désirs, de comparaisons, de publicités qui te répètent sans cesse que tu n'as pas assez, il est plus important que jamais de revenir à la sagesse des anciens. L'argent doit être ton serviteur, pas ton maître. Et pour ça, il faut développer 3 choses. La maîtrise de soi, la clarté de tes valeurs et la discipline de tes choix. Car si tu ne sais pas contrôler tes émotions, tu ne contrôleras jamais ton argent. Chaque achat impulsif, chaque crédit inutile, chaque comparaison avec les autres est une chaîne que tu attaches toi-même à tes poignets. Regarde autour de toi. Combien de personnes travaillent dur chaque jour, mais restent prisonnières de leurs dettes, de leurs factures, de leurs désirs infinis. Elles courent après une illusion. Elles croient qu'acheter plus, c'est vivre mieux. Mais au fond, elles ne font que remplir un vide qu'aucun objet ne pourra jamais combler. La vraie abondance commence quand tu dis « j'ai assez ». L'argent est là pour te donner la paix intérieure.